Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Florence, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agent d'accueil et de médiation au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre. Tout à fait. Alors, cette exposition magnifique sur les abeilles a commencé, je crois, début avril et elle attire beaucoup d'enfants, de classes, de familles. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Alors c'est une exposition tout public. On essaye toujours d'attirer le plus large public possible, s'adapter aux plus grands comme aux plus petits. C'est une exposition qui parle des abeilles et des abeilles au sens large. Donc il va parler de l'intelligence des abeilles, de l'intelligence collective des abeilles, mais on va aussi parler un petit peu des abeilles solitaires, parce qu'il en existe. On va parler de leur façon de vivre, on va parler du rapport de l'abeille avec l'homme aussi, puisque c'est un fait qui existe depuis 120 millions d'années, je crois. Voilà, depuis très longtemps que l'homme se sert du miel, parce que voilà. Quoi dire d'autre ? C'est une exposition donc qui vient de démarrer là, tout à fait début avril, et qui va se prolonger jusqu'au 10 novembre de cette année. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes ouverts du mardi au dimanche, de 10h à midi et de 14h à 18h. Et je précise qu'on est bien fermé le jeudi matin et on est également fermé le lundi. Alors il y a aussi quelques jours fériés sur lesquels on est fermé, du genre 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, Noël et jour de l'an. Bon, alors c'est une exposition qui a été imaginée, je crois, par un grand photographe. Tout à fait, c'est une exposition qui a été imaginée et mise en place par Éric Tourneret, qui est un véritable artiste. Les photos sont absolument magnifiques, qui s'appuie aussi sur des scientifiques avec lesquels il a travaillé pour présenter. Voilà, c'est quand même avant tout une exposition d'histoire naturelle où on va parler de l'animal, de sa façon de vivre et toutes les recherches et toutes les avancées scientifiques qu'on peut connaître maintenant, et notamment au niveau de son intelligence. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses. Les photos sont superbes et elles font un tour du monde. Tout à fait, elles sont absolument magnifiques. Alors c'est une exposition aussi interactive. Manifestement, les enfants répondent à des questions, peuvent être sollicités pour se déguiser en apiculteurs. Voilà. Alors c'est effectivement dans nos expositions, on essaye toujours d'avoir une salle qu'on dit jeune public, où on va essayer d'attirer, de faire comprendre les choses aux plus petits, aux plus jeunes. Donc on a effectivement cet espace où il y a un espace avec la ruche, où pour expliquer comment fonctionne la ruche, comment l'apiculteur va travailler avec les abeilles et comment il va se protéger. Il y a effectivement des vêtements qu'ils vont pouvoir enfiler pour se mettre dans la peau de l'apiculteur. Et notre muséum est connu pour avoir une vraie ruche. On a une vraie ruche qui fonctionne très très bien. Là, elles sont très nombreuses, elles sont très actives et c'est vraiment très intéressant à voir. Et après, on a un autre. L'espace est séparé en deux parties, et il y a la partie où il y a la ruche, où là l'enfant est invité à se mettre dans la peau d'une abeille. Et on va lui proposer de faire les missions des abeilles, entre les missions de nettoyage, de ramassage, du collectage de pollen, de s'occuper des larves, et de ventilation et tout. C'est très très sympa. Oui, c'est vraiment très très sympa et très instructif.
C'est l'idée. Tout en ayant un côté ludique. Voilà, c'est le but du jeu. C'est-à-dire que muséum d'histoire naturelle, on est là pour apporter la connaissance. Oui. Et plus on l'apporte de manière ludique et sympathique, plus on s'ouvre à un maximum de personnes et plus on va pouvoir apporter cette connaissance à un maximum de personnes. Oui. En revanche, j'ai appris que les scientifiques avaient vraiment prouvé que les pesticides désorientaient les abeilles et amenaient finalement leur disparition, telle qu'on l'a constaté ces dernières années. Voilà, tout à fait. Alors, on a effectivement les insecticides où on dit mais non, si on n'utilise qu'un tout petit peu, c'est pas létal. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va pas tuer l'abeille là tout de suite maintenant, mais ça va désorganiser notamment son système de mémoire et d'orientation, ce qui fait que l'abeille ne retrouve pas sa ruche. Et si une abeille sociale ne retrouve pas sa ruche, eh bien elle va mourir. Voilà. Et puis elle n'apporte pas non plus ce qu'elle est partie chercher. Donc c'est un manque à gagner entre guillemets pour la ruche. Et alors j'ai remarqué aussi avec beaucoup d'intérêt que le muséum est plein qu'il y a beaucoup de guides qui parcourent le muséum et qui peuvent s'arrêter pour donner quelques indications aux enfants qui sont là, qui cherchent des réponses à des questions. Ça m'a beaucoup plu. Cette disponibilité que vous avez. Alors, on essaye au maximum d'être effectivement un nombre suffisant de personnes dans les salles, puisque notre rôle d'agent d'accueil et de médiation, c'est d'accueillir le public, mais c'est aussi non pas en surveillance de salle, bien qu'un petit peu quand même, parce que on reste dans un musée, on peut pas faire n'importe quoi, mais l'idée c'est quand même d'échanger aussi avec le public, surtout si celui-ci est demandeur. Voilà. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Florence. Et j'espère que nous serons nombreux à venir et revenir. En savoir un peu plus, en apprendre un peu plus sur les abeilles. Merci à vous. N'hésitez pas. Et merci au muséum. Bonjour. Un coup de cœur. Un livre de James Sallis. Cet Américain, vous le connaissez peut-être grâce à l'adaptation au cinéma de son Drive, avec Ryan Gosling dans le personnage principal. Peut-être aussi pour le Grand Prix de littérature policière qui lui a été donné pour Le Tueur se meurt, sorti en 2013. Mais James Sallis, c'est beaucoup plus que 2 livres remarqués. James Sallis est un auteur né en 1944 dans l'Arkansas. Comme plein d'écrivains des États-Unis, il est passé par plein de métiers, mais aussi par plusieurs genres. La poésie et la SF, avant d'arriver à la littérature noire. Et on retrouve cette poésie, sa mélancolie, dans ses derniers romans. Et on retrouve la SF dans son dernier roman, Mon coup de cœur, Will Not, paru en France en février chez Rivage Noir, collection de François Guérif. À Étonnant Voyageur à Saint-Malo en 2013, James Sallis, interviewé, expliquait qu'il n'était pas intéressé par le fait d'écrire selon une formule. Il l'avait fait pour 12 romans à peu près, mais ce n'était pas ça l'écriture. Ne pas savoir où je vais, le découvrir au fur et à mesure, me surprendre et surprendre le lecteur, c'est cela qui me donne le plaisir d'écrire, disait-il. Et c'est ce qui se passe dans Will Not. On part bien de la découverte d'un charnier près de la petite ville américaine. On a bien l'arrivée d'un vétéran de la guerre d'Irak et quelques balles échangées. Mais là n'est ni le problème de James Sallis, ni le nôtre. Ce qui nous va dans Will Not, c'est l'ambiance du lieu lui-même. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas d'église à Will Not. Toute une flopée en dehors des limites de la ville, mais aucune sur son territoire, par arrêté municipal. Pas de Walmart, pas de supermarché, ni de pharmacie en franchise, pas de magasin discount, ni de grande surface spécialisée. Pas de panneaux d'affichage, pas de publicité dans les rues. Des vitrines sobres. Je suis monté dans le car en 2002 et j'en suis descendu en 1970, dit Richard en parlant de son arrivée ici. Ce qui nous plaît aussi, c'est le beau personnage calme de Lamar, médecin, le narrateur, qui vit des choses mais réfléchit et ressent bien plus encore. Lamar lit, a des références littéraires qui l'aident à vivre et comprendre le monde, a un père écrivain, de SF, comme l'a lui-même été Sallis. Il nous emmène auprès d'auteurs de SF qu'il a dû lui-même côtoyer, comme Sturgeon, Heinlein ou Damon Knight, dont on apprend juste que son paillasson disait « Allez-vous-en ». Non, surtout ne partez pas. Entrez dans une librairie, une vraie, comme il pourrait y en avoir dans la commune de Will Not, et procurez-vous ce livre. James Sallis fait aussi partie d'un groupe de blues et country. Ce groupe s'appelle Three-Legged Dog.
J'ai bien trouvé un groupe de ce nom, mais je ne suis pas sûre. Non, je suis même sûre que non, ce n'est pas celui de Salis. Mais écoutez-le, c'est bien. Au revoir. Olivier Bouteiller, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes programmateur des rencontres de la Galerne. Donc, c'est à ce titre que je vous interroge. Je suis très contente de vous voir parce que ce travail de programmateur m'a toujours intriguée. Puisque la Galerne est un grand lieu culturel au Havre, un lieu de rendez-vous d'ailleurs. C'est vrai. Un lieu de vie, on va aussi dire. Voilà. Et ces rencontres ont énormément de succès en règle générale. Ben, nous y veillons en tout cas, effectivement. Et c'est là où il faut également remercier toutes les personnes qui viennent pour ces rencontres et ces signatures à la librairie. Nous essayons effectivement d'avoir un programme très éclectique, puisque nous sommes une librairie généraliste, donc il en faut vraiment pour tous les goûts. Mais c'est vrai que nous avons effectivement acquis au fil des années maintenant, ben voilà, le programme est très très attendu, voire même très demandé, et c'est important pour nous également car effectivement cela concourt à inscrire la Galerne définitivement comme un lieu culturel et de vie au Havre. Oui, oui, tout à fait. Alors comment choisissez-vous vos auteurs? Comment cela se passe-t-il? Alors on fonctionne pas mal au coup de cœur. Au coup de cœur pour un livre,
livres. Alors les libraires, on se concerte, et puis il y a des libraires qui me disent tiens, il serait bien d'inviter tel auteur par rapport à tel livre. Des coups de cœur par rapport aux auteurs eux-mêmes aussi, bien sûr. Tout en veillant, et ça c'est très important, à ne pas mettre l'auteur dans l'embarras. Je m'explique un peu, c'est-à-dire que nous pouvons avoir dans l'équipe l'envie d'inviter un auteur pour tel ou tel livre, tout simplement pour l'ensemble de sa carrière. Mais il est important que nous puissions nous assurer d'une assistance ou d'un public suffisamment nombreux pour la rencontre, pour la signature. Voilà, oui. Il ne s'agirait quand même pas de mettre un auteur face à seulement quelques personnes et donc puisse être un petit peu gêné par rapport à ça. Donc on est vraiment très attentif à tout ça et par expérience aussi, parce qu'il nous est arrivé d'avoir quelques rencontres où il n'y avait pas grand monde et je pense que ça n'est bénéfique pour personne. Bien sûr. Et comment vous faites alors dans vos rapports avec le public pour attirer ce public ? On utilise tous les moyens de communication possibles au jour d'aujourd'hui. Ça passe alors toujours par notre programme papier que vous connaissez sûrement et qui est encore très très demandé. Je parlais tout à l'heure de choses demandées. Le programme en fait partie. Il y a des affiches également qui sont faites. Et puis bien évidemment, nous envoyons des newsletters à nos abonnés. Nous avons notre site internet sur lequel toutes nos rencontres sont annoncées. lagalerne.com, je le rappelle. Nous avons bien sûr notre page Facebook, notre Instagram, etc. Donc, et puis les relais que vous êtes vous-même, acteurs culturels du Havre et entités culturelles au Havre. Les journalistes nous aident beaucoup, les médias en général. Donc tout cela est très très important pour faire en sorte que l'information circule, car on a toujours besoin qu'elle circule. Exactement, et c'était quelque chose de parfois de très difficile. Oui. Alors, mais de toute façon, vous avez un public de fidèles. On a un public de fidèles, c'est évident. On a effectivement des personnes qui viennent aux rencontres assez régulièrement, mais on a besoin d'élargir encore ce cercle-là. Il est important, à travers encore une fois certains thèmes de rencontres, certains invités, il est important pour nous de toucher d'autres publics. Quand je dis d'autres publics, ça peut être des personnes qui viennent moins régulièrement dans la librairie, quel que soit leur âge. Ça peut être aussi un public, j'allais dire, plus jeune, plus adolescent, enfin voilà, on a plus étudiant. Et quelquefois, on s'en rend compte un petit peu de mal à mobiliser sur certaines catégories d'âge. Il est important d'essayer, à travers la programmation, de faire en sorte que toutes ces populations puissent aussi s'accaparer cette programmation, venir passer un bon moment dans la librairie avec un auteur, discuter, rencontrer. Oui, il me semble que les jeunes, de toute façon, rentrent assez facilement à cause de leurs études dans la librairie. C'est pas un lieu fermé, c'est pas du tout un lieu intimidant. J'espère. En tout cas, alors s'il est toujours intimidant pour quelques personnes que ce soit, il faut continuer, en ce qui nous concerne, il faut continuer de veiller à ce que, on puisse rentrer dans la librairie comme... Il faut qu'on se sente chez soi, ici. Tout est fait pour, et donc il faut vraiment que ce soit le cas, mais pour tout le monde, vraiment. Et quand je reçois des classes d'élèves venant d'établissements havrais ou de la région havraise, on insiste un petit peu sur cela. D'abord, on s'installe dans le café de la librairie pour présenter la librairie, savoir un peu comment se repérer dans ce grand espace de 1300 mètres carrés quand même. Oui. Bon, on désigne un petit peu les façons de présenter les livres, les différents rayons. On montre un petit peu comment on peut s'installer dans un canapé ou dans un fauteuil pour regarder, compulser, lire un livre. Et je veux dire que je pense que des enfants ou des jeunes parce qu'il y en a, bien sûr, qui ne sont jamais rentrés dans la librairie, l'idée c'est de leur faire découvrir ce lieu et de leur dire mais vous serez toujours les bienvenus ici. Prenez un livre, lisez-le sur place, on ne vous dira jamais rien. En fait, faites un peu dans cette librairie ce que vous pourriez faire dans la bibliothèque de quartier, etc. Oui, bien sûr. Et là, les médiateurs, ce sont les enseignants. Entre autres, bien sûr, parce qu'ils ont un rôle éminemment important, très important bien évidemment. À partir du moment d'ailleurs où ils décident d'amener leur classe d'élèves pour faire une sortie, mais que ce soit à la librairie ou ailleurs, il y a effectivement cette prescription, cette volonté de faire découvrir. Et puis c'est à nous aussi de prendre le relais ensuite et de dire allez, on vous invite, il y a un programme, il y a des auteurs jeunesse qui viennent, il y a des auteurs de bande dessinée, il y a la possibilité de lire les livres sur place, donc n'hésitez pas, venez et
vous serez toujours les bienvenus. Ah oui. Et vous travaillez peut-être avec des associations, alors comment dire, sans faire de jeunisme, des associations qui s'intéressent aux jeux de rôle par exemple, ou au Marvel, Alors c'est important justement, c'est important, c'est quelque chose que l'on va encore développer, essayer de tenter de développer, mais tout partenariat est le bienvenu. Parce qu'effectivement, on parle là des lecteurs plus jeunes, mais nous avons depuis des années noué des partenariats avec différentes associations, avec les festivals du Havre, que ce soit le Goût des Autres ou le Polar à la plage notamment, mais aussi avec Terre de Parole au niveau de la région, et j'en passe. Donc il est important également que la Galerne s'inscrive dans ces partenariats. Je ne dis pas qu'on peut non plus accompagner tout le monde avec des livres partout, mais au moins l'idée, c'est que nous puissions nouer ces partenariats et contribuer, et relayer les informations aussi. Bien sûr. Est-ce que vous avez une force de frappe peut-être que d'autres n'ont pas? Alors on fait en tout cas tout pour essayer justement d'accompagner au mieux de beaux projets. Après la force de frappe, c'est sûr que nous avons ici une équipe importante et puis peut-être la mise en place de moyens à travers, encore une fois je le redis, la page Facebook, nos réseaux sociaux et j'en passe qui permettent de faire avancer les choses. Alors comment vous en êtes arrivé là? Dites alors, si vous saviez, ma chère Isabelle, ça vient de loin, tout ça. Oui. Bon, allez, je vais faire un peu court. J'ai pas fait du tout d'études alors la communication, il n'y avait pas du tout d'études. Je commence à être un vieux monsieur maintenant, donc à l'époque, il n'y avait pas d'études de communication. Non, mais j'ai commencé à faire de la radio dans les années 80, au moment où les radios étaient libres et indépendantes. Et donc c'est vrai que pour faire ses armes, ça a été quand même une base extraordinaire. Puis j'ai continué à faire de la radio pendant à peu près 17 ans. Oui. En parallèle, j'ai fait aussi un peu de théâtre. C'était les années longues. C'était les débuts des années 80, effectivement. La bande FM était libérée, effectivement. On pouvait, contrairement à ce qui s'était passé quelques années auparavant, faire de la radio en étant... C'était confirmé, quoi. On pouvait véritablement investir la bande FM. Donc je suis arrivé dans ces années-là. Et puis... donc là, vous avez animé des émissions? Oui, tout à fait. J'ai été animateur, j'étais journaliste aussi sur Europe 2 à l'époque, ici au Havre et puis également à Cherbourg. Donc tout ça, ça forge un petit peu la possibilité éventuellement d'animer quelques petites choses ou de poser quelques questions. Oui, et puis atterrir à la Galerne alors? Après Cherbourg peut-être? Non, après un retour au Havre, en 2000, je quitte la radio et Gilles et Françoise Delaporte, qui étaient les propriétaires fondateurs, propriétaires à l'époque, ont tout de suite souhaité que j'intègre l'équipe pour justement aider Françoise par rapport à l'organisation de ces rencontres, à les animer également, inviter des auteurs de façon plus pertinente, avoir un programme un peu plus conséquent et c'est ce qu'on a essayé de faire. Oui, un programme très fourni. Riche, très fourni, oui, très riche. J'aime bien aussi le mot, parce que on essaye encore une fois, je le disais, c'est que nous sommes une librairie indépendante, donc on essaie d'axer notre programmation, de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Qu'il y ait à la fois des auteurs de bande dessinée, qui restent encore aujourd'hui trop peu nombreux d'ailleurs je pense, qu'il y ait à la fois des auteurs jeunesse, qui est bien sûr des auteurs de littérature, des romanciers, des essayistes également. Nous avions un philosophe invité, André Comte-Sponville, encore il y a 2 jours dans la librairie. Bref, il faut vraiment qu'il y en ait pour tous les goûts, que les auteurs locaux, régionaux ne soient pas oubliés, bien évidemment que notre programme soit également fourni d'auteurs à résonance nationale, voire internationale, c'est arrivé. Donc voilà, le programme doit être un savant mélange de tout cela pour, justement, puisqu'on parlait de public tout à l'heure, pouvoir convenir à la tranche la plus large possible. Oui. C'est important, mais je pense que vous savez très bien ce qu'est une programmation, ça ne vous aurait pas échappé, on fonctionne à peu près tous de la même façon. Oui, bien sûr.
Ce qu'il y a, c'est que dans les qualités qui sont requises, j'imagine, il y a beaucoup d'empathie. Empathie pour l'auteur, goût sans doute des mots, de la littérature, empathie peut-être pour le public aussi, pour sentir un peu ses curiosités. Oui, il y a tout ça à la fois. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, comment faire une programmation. Effectivement, il y a le coup de cœur pour un texte, donc pour un livre, pour un auteur aussi. Et puis évidemment, l'idée toujours de faire plaisir au public, de faire en sorte que l'assistance que l'on pourrait avoir pour une rencontre particulièrement, voilà, les personnes présentes se disent, voilà, on a passé un bon moment, ça nous fait plaisir de rencontrer l'auteur, et ne rêvons pas, c'est aussi un plaisir pour l'auteur que de rencontrer son lectorat. Donc c'est à double détente cette affaire. Je vous arrête, parce que dans ce plaisir-là, il y a aussi celui de l'enrichissement. Il faut que ce soit nourrissant. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. On apprenne quelque chose. Il faut que Alors, ce soit un peu du consistant. Du consistant. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est pas seulement agréable. Oui, non, mais bien sûr. Alors après, alors dites donc, j'espère que c'est ce qu'en retirent les personnes qui viennent. Maintenant, je peux pas me mettre à leur place pour vous répondre, mais en tout cas, s'il est une chose certaine, c'est que c'est enrichissant pour les deux personnes que nous sommes. J'oublie pas Elvire Duchemin qui présente également quelques rencontres à la Galerne. Je pense que c'est enrichissant pour nous deux aussi. Donc il n'y a pas de raison que ce ne le soit pas pour les personnes qui viennent. Maintenant, je peux pas... Je dis ça parce que quelquefois on assiste à des interviews, évidemment, dans les médias, mais aussi, je sais pas, au bout des autres, qui sont superficielles et on se dit, ça va pas bien loin. Vous avez cité des noms, je me permettrai pas d'aller jusque-là. Et puis dites donc, je me permettrai d'autant moins que je suis pas sûr, encore une fois, je parle pour moi, de réussir cette affaire-là à chaque fois que je reçois un auteur. Encore une fois, je me mets toujours dans cette position où il y a toujours autour d'une rencontre beaucoup de travail, enfin comme pour ce qui me concerne, c'est-à-dire de lecture bien sûr du livre et de l'intérêt porté à la carrière de l'auteur, à son œuvre. Et en même temps, on aura beau moi en tout cas j'aurais beau travailler tout ce que je veux par rapport à un auteur sur une rencontre donnée, n'arriverai pas à la cheville de son travail, de ce qu'il a fait. Bien sûr, donc après, vous le connaissez. Je le connais, mais est-ce que le travail fourni pour la préparation permet de dire à la suite de ça, oui, finalement on a appris des choses. J'ai prétention de penser que les questions que je pose, mais surtout les réponses qu'apporte l'auteur nourrissent effectivement de façon positive et les rencontres de façon à ce que les personnes présentes puissent en retirer quelque chose et repartir avec en se disant voilà, j'ai appris des choses sur le travail d'écriture, sur le travail de l'auteur, sa façon de fonctionner, les thèmes abordés, j'en passe. Et il y a des auteurs qui ont beaucoup l'habitude de ça. D'autres peut-être moins, non? Les premiers romans, par exemple. Alors, il est évident qu'il est plus compliqué, et là encore, on rejoint quelque chose que j'évoquais tout à l'heure. Il y a évidemment beaucoup de primo-romanciers qui sont mis en avant par les libraires de la Galerne. En revanche, il est plus compliqué d'organiser une rencontre avec un primo-romancier parce que, il faut en tout cas laisser du temps au livre. Laisser le temps au livre de s'installer et à cette personne de se faire connaître un petit peu mieux, justement pour pouvoir, encore une fois, ne pas le mettre mal à l'aise lors de l'organisation de quelque chose. C'est toujours ça, on l'a vraiment en tête d'un bout à l'autre de la chaîne de programmation. On ne peut pas inviter un inconnu. On peut inviter quelqu'un de moins connu. Il n'est pas question non plus, encore une fois, de faire un programme avec que des têtes d'affiche. D'ailleurs, je pense que les programmes de la Galerne le prouvent. Il suffit de jeter un œil dessus. Nous n'avons pas... je crois que c'est vrai. Nous n'avons pas que des auteurs connus. En même temps, à un moment, quelqu'un de moins connu, nous devons nous assurer au moins qu'il ait des relais, un entre-gens, qu'il nous aide à l'organisation et à la réussite de l'événement. C'est important ça, parce que là on sait bien qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes, malgré la fameuse force de frappe dont vous parliez et que vous évoquiez tout à l'heure. Et quand vous êtes rentré en 2008, est-ce que vous avez été conscient Avant 2008, c'était carrément... pardon, carrément 2000.
Est-ce que vous êtes conscient que je suis un vieux monsieur, je vous le dis maintenant. Ça se voit pas, c'est pour ça que je me ça, vous êtes gentil. Donc, est-ce que vous êtes conscient que la Galerne est devenue un lieu central de la ville du Havre? Que si le Havre est une grande ville, c'est en partie à cause de son musée, à cause de sa scène nationale, mais de sa Galerne. C'est sûrement, en tout cas, parce que la Galerne a su, comme on le disait précédemment, effectivement, s'imposer comme des lieux culturels dans la ville. C'est-à-dire qu'on a dépassé, je crois, le simple cadre d'un magasin qui vend des livres pour proposer bien au-delà de ça beaucoup d'autres choses. Et je pense que c'est ça aussi qui résonne bien au-delà du Havre, tout simplement. J'espère, j'espère, parce qu'en tout cas, c'est ce que toute l'équipe souhaite. Et quels sont vos rapports avec la bibliothèque Niemeyer ? D'excellents rapports avec la bibliothèque Niemeyer, comme les bibliothèques du Havre, comme des bibliothèques au-delà du Havre. Parce qu'il n'y a pas de raison, parce que tout ça, tous ces lieux et toutes ces équipes, je parle d'équipes aussi parce que les équipes sont très importantes, il n'y a pas que les lieux, toutes ces équipes concourent à faire découvrir encore plus de livres, plus d'auteurs, et à faire découvrir la lecture pour certains publics, c'est éminemment important, donc on n'est jamais trop nombreux. Oui, et les volontés là sont communes, c'est-à-dire lieu de vie. Ça, c'est intéressant pour le livre. Surtout à l'époque d'Internet, des liseuses. Les liseuses numériques, c'est peut-être une des grandes concurrentes. Pour nous, en tout cas, c'est sûr, s'il y a autant d'auteurs qui répondent présents et que nous remercions chaque semaine de la même façon, parce qu'on sait aussi le temps que ça leur prend pour venir se déplacer dans les librairies, à la Galerne en l'occurrence, mais dans d'autres endroits. Voilà, nous, on met un point d'honneur à les remercier. Mais c'est parce qu'on est aussi conscient que cette animation-là, cet événementiel-là proposé à la Galerne, il n'y a aucun site internet que vous voudrez ne pourra le proposer. Enfin, je veux dire, cette proximité entre le lecteur et l'auteur, ce plaisir de rencontre des lecteurs avec l'auteur et réciproquement, vous pouvez aller sur n'importe quel site internet, ça vous ne l'avez pas. Parce que là, vous êtes en prise avec quelque chose, c'est, j'allais dire, d'humain, d'intime. Il suffit de le voir simplement lorsqu'on arrête une rencontre et qu'on passe aux signatures. Ce petit moment, ces petits instants de rencontre entre un lecteur, un auteur, ces petits moments de conversation. Moi, je me mets toujours en retrait de ça parce que je suis toujours pas de l'auteur, mais jamais en train d'écouter ce qui se dit, bien sûr. Mais on le voit bien. Enfin, il y a quelque chose de l'intime et qui font que, les gens repartent avec un sourire, avec des étoiles dans les yeux, avec l'air satisfait, un contentement. Enfin, bien souvent, c'est cela. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est quand même ça aussi la mission de. Alors prochainement, il y a une grande rencontre, sans doute. Donc notre émission sera dans 15 jours. Alors on va peut-être parler du fin mai ou début juin. Alors nous aurons début juin, Marie Nimier sera notre invitée. On a un gros programme en mai-juin. Je devrais en avoir un peu plus, l'avoir un peu mieux dans la tête parce que au moment où nous enregistrons, j'y mets quasiment la touche finale. Mais nous aurons beaucoup d'invités prochainement. Bernard on va consulter Nimier, votre site. Oui, tout à fait. Michel Bussy reviendra, mais nous aurons aussi des auteurs locaux, régionaux. Et puis effectivement, comme vous l'avez si bien dit, Isabelle, c'est important. Ne pas hésiter à compulser le site de la Galerne, lagalerne.com, à aller voir notre page Facebook, bien sûr, parce que là encore, tous les événements sont recensés. Mais sachez qu'on vous prépare encore de belles surprises pour le mois de mai, le mois de juin. Et puis aussi parce qu'on y pense déjà pour la rentrée prochaine. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier. C'est moi qui vous remercie mille fois, Isabelle. À bientôt. Caroline, bonjour. Bonjour Isabelle et bienvenue au Fil des Pages. Merci. Quel conseil cette semaine ? Alors cette semaine... je ne vais pas vous parler d'une nouveauté, je vais vous parler plutôt d'une nouveauté qui sort en poche chez Galmester dans leur collection Totem, d'un livre fabuleux qui m'avait ému aux larmes, mais vraiment sans en surajouter. C'était de Pete Fromm, Mon désir le plus ardent. C'est un livre magnifique, une histoire de couple, une histoire d'amour entre Maddie et Dalt. Ils vont se rencontrer, ils vont se marier, ils vont décider de fonder une famille. Jusque-là,
superbe histoire d'amour. Et au moment où ils attendent un premier enfant, Maddie va découvrir qu'elle est atteinte d'une terrible maladie, la sclérose en plaques. Et malgré tout, ils vont avoir des enfants. Malgré cette maladie, elle va faire preuve d'un courage et d'abnégation pour épargner ses enfants. Et on suit le parcours de cette famille sur plusieurs années, jusqu'à la fin. Oui, parce que sa maladie s'aggrave. Forcément, la maladie s'aggrave. C'est mal soigné encore, je crois. À l'époque, c'était mal soigné. C'est toujours mal soigné. On n'en sort pas forcément. On n'est pas forcément épargné. Et ce livre m'avait vraiment bouleversée. Je n'ai pas pu le lâcher. Et là, je suis ravie de pouvoir vous le présenter en collection Totem, parce que c'est un livre d'une beauté incroyable. Vous voulez rappeler la rencontre de cette semaine, je crois? Oui, tout à fait. Alors, mardi 14 mai à 18h30, j'ai vraiment l'honneur et le plaisir également de rencontrer Alexis Génie, qui a été prix Goncourt en 2011 avec l'art français de la guerre et qui nous revient aujourd'hui avec Féroces infirmes, un très très grand roman sur la guerre d'Algérie, ses séquelles et sur ce passé qu'on a du mal à évoquer encore en France. Merci Caroline. Merci Isabelle. C'est la fin de Viva Culture. À bientôt. Bonne semaine. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.